Bonjour à tous, donc nous voilà rendus à l'avant-dernier chapitre de mécanique consacré au mouvement à force centrale. Alors commençons par introduire le sujet. Alors qu'est-ce qu'on entend par force centrale exactement? Alors on dit qu'une force est centrale, le centre O, lorsque la droite support de la force passe constamment par le point fixe O. Donc vous voyez ici par exemple, au cours du mouvement du point M, ce point M est soumis à une force F qui peut varier au cours du temps, mais sa droite support passe toujours par le même point. Dans mon exemple, la force est dirigée vers le point O, c'est donc une force attractive de centre attracteur O, mais elle peut aussi devenir répulsive, hein, c'est un exemple. Mathématiquement, si je veux exprimer cette force en coordonnées sphériques, alors je rappelle qu'en coordonnées sphériques, hein, on décrit la position du point M à l'aide de la distance OM que je note en général petit r, et à l'aide de deux angles. Donc ici, la force, elle va être orientée suivant le rayon OM ici, donc suivant le vecteur unitaire UR. Donc, a priori, cette force, elle est forcément suivant UR puisque elle pointe vers haut. La fonction F peut dépendre de la position du point M et du temps. Elle peut être positive ou négative. Elle est positive quand la force est répulsive, elle est négative quand elle est attractive. Alors ça, c'est très général. Nous, on va se restreindre à l'étude des forces centrales conservatives pour lesquelles la force ne dépend que de la distance petit r égale OM. Alors, quelques exemples de ce type de force, on les rencontre assez couramment. Donc, par exemple, si vous étudiez un satellite en orbite autour de la Terre, eh bien, le satellite est attiré vers le centre de la Terre par une force de gravitation qui pointe constamment la force vers le centre de la Terre. Il s'agit donc d'une force centrale qui dépend que de la distance r, puisque vous savez que la force de gravitation varie en 1 sur R2. C'est la même chose pour toutes les planètes du système solaire. Les planètes, si on suppose qu'elles ne subissent que l'attraction du Soleil, sont soumises à une force attractive dirigée vers le centre du Soleil. On peut aussi donner un exemple dans le domaine de l'atome. Par exemple, dans l'atome d'hydrogène, l'électron est attiré vers le noyau par une force d'origine électrique qui est dirigée vers le centre du noyau. Là aussi, c'est une force qui varie en 1 sur R2. C'est vraiment le même type de force que la force de gravitation. Elle s'exprime différemment, mais c'est complètement analogue. Tous ces exemples-là sont des exemples de forces centrales qui dépendent que de la distance petit r, et qui ici, en plus, sont toutes les trois ici attractives. Alors nous verrons que ces forces qui ne dépendent que de la distance sont des forces qui sont conservatives. Et donc pour résumer, dans ce chapitre, on étudie exclusivement le mouvement d'un point M de masse petit m qui est soumis à une force centrale conservative de centre O, qui est un point fixe dans le référentiel supposé galiléen. Alors commençons par dire des généralités sur ce mouvement à force centrale, et puis nous verrons plus tard quelques cas particuliers. Alors, nous allons voir que ce mouvement à force centrale présente des lois de conservation. Alors la première loi de conservation que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la loi des aires. Alors pour l'obtenir, on va utiliser le théorème du moment cinétique que l'on va appliquer en haut, ici. Donc si j'applique le théorème du moment cinétique au point matériel, je vais écrire la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, c'est le moment de la force. Alors cette force a pour moment OM vectoriel F. Alors OM, ça s'écrit R UR, vectoriel F de R UR. La force F s'écrit comme F de R UR. Ces deux vecteurs sont collinaires, donc évidemment le résultat vaut 0, ce qui veut dire que la dérivée du moment cinétique est nulle. Autrement dit, le moment cinétique est un vecteur constant. Donc première chose, le moment cinétique du point M se conserve, c'est la caractéristique de tout mouvement à force centrale. Une deuxième conséquence, c'est que vous savez que par définition,
le vecteur OM est perpendiculaire au moment cinétique, puisque le moment cinétique, c'est OM produit vectoriel MV. Donc mathématiquement, le vecteur OM est forcément perpendiculaire au moment cinétique. Comme ce moment cinétique est constant, c'est-à-dire qu'il est constant non seulement en angle, mais en direction, ça veut dire que le lieu des points M est tel qu'à tout instant, le vecteur OM est perpendiculaire à un vecteur constant. Si vous regardez l'ensemble des points qui est tel que OM est perpendiculaire à un vecteur constant, vous trouvez un plan. Autrement dit, le mouvement du point M se fait nécessairement dans un plan. D'accord? Donc ça, c'est une conséquence du théorème du moment cinétique. Le mouvement à force centrale est nécessairement un mouvement plan. C'est ce qui explique par exemple que les planètes décrivent forcément des orbites planes. Alors, puisque le mouvement est plan, bien, mettons-nous dans ce plan et décrivons la position du point M à l'aide des coordonnées polaires. Donc, ici, je vais appeler r de t la distance OM comme d'habitude, et puis ici θ de t l'angle polaire par rapport à l'axe X. Donc là, bien sûr, l'origine du repère, c'est le point O, et le point M est décrit donc à l'aide de ces deux variables r et θ, puisque le mouvement est plan. Évidemment, le but du jeu, c'est de trouver comment r et θ varient au cours du temps. Alors, le théorème du moment cinétique, ou plutôt la conservation du moment cinétique, va se traduire par une relation mathématique entre r de t et θ de t. Si on exprime le moment cinétique du point M en coordonnées polaires, alors vous vous souvenez, le moment cinétique, c'est OM vectoriel MV. Alors OM, c'est RUR, il n'y a pas de composante suivant Uθ ni suivant le vecteur UZ perpendiculaire à ces deux vecteurs ici. Donc le vecteur OM, c'est R00, produit vectoriel la masse fois le vecteur vitesse. Alors vous vous souvenez en polaire, le vecteur vitesse, c'est R.UR plus Rθ.Uθ. Évidemment, il n'y a pas de composante suivant Z, on est dans le plan. R.UR, c'est la vitesse radiale, et Rθ point, c'est la vitesse orthoradiale. On obtient le vecteur suivant, 0, 0, mr2 θ point. Donc on trouve un vecteur qui est suivant uz, ce qui est logique, puisque le moment cinétique est perpendiculaire au plan dans lequel se fait le mouvement, et la valeur du moment cinétique, c'est mr2 θ point. Alors, puisque le moment cinétique est un vecteur constant, nécessairement, mr2 θ point est une constante. Bon, la masse étant une constante, finalement, on obtient comme relation r2 θ point est égal à une constante, et c'est ce qui constitue ce qu'on appelle la loi des airs. C est une constante que l'on appelle la constante des airs. Alors vous allez voir pourquoi tout à l'heure on appelle cette constante la constante des airs. Donc ça c'est une relation importante à retenir. On a une contrainte entre r et θ qui est donnée par cette loi. Deuxième loi de conservation, la conservation de l'énergie. En effet, on a dit qu'on se restreignait à l'étude des forces centrales qui varient seulement avec R. Et si la force ne dépend que de R, eh bien elle est nécessairement conservative. En effet, il existe une énergie potentielle telle que F égale moins gradient de EP. Puisque si la force ne dépend que de R, l'énergie potentielle va dépendre que de R. Dans ce cas-là, ça s'écrit moins DEP sur DR UR. Et donc vous voyez que cette force-là, ici, elle s'exprime bien comme une fonction de R fois UR. Si vous connaissez la loi de force F de R, vous pouvez remonter à l'énergie potentielle. Comment faire? Il suffit juste de prendre moins la primitive de F de R. Puisque la dérivée de EP par rapport à R, c'est moins F de R. Par exemple, si on s'intéresse à une force élastique, par exemple, une force centrale élastique, la force écrira moins kr, et donc si vous primitivez le moins kr, c'est-à-dire plus kr, vous allez trouver 1 demi de kr2. Ça, c'est l'énergie potentielle d'une force centrale élastique. Si vous prenez une force attractive en 1 sur R2,
comme par exemple la force de gravitation ou comme la force électrique entre deux charges de signes opposés. Vous avez des forces attractives en 1 sur R2 qui s'écriront comme moins K sur R2, K étant une constante positive. Eh bien, si vous prenez moins la primitive de F, vous allez trouver EP égale moins K sur R. De même chose, si vous prenez une force répulsive en 1 sur R2, dans ce cas-là, F va s'écrire K sur R2 avec K positif. Donc ça peut être par exemple la force électrostatique qui existe entre deux charges électriques de même signe, qui varie en 1 sur R2 et qui était aussi répulsif. Et bien dans ce cas-là, si vous prenez moins la primitive, vous trouvez EP égale K sur R. Au passage, ces deux dernières forces sont des forces qui sont en 1 sur R2. Les forces qui varient en 1 sur R2 sont des forces qu'on appelle les forces newtoniennes. Donc, toute force centrale qui dépend de R est conservative et on obtient l'énergie potentielle en prenant moins la primitive de la force. Étant donné que la force est conservative, eh bien, l'énergie mécanique du système se conserve. Donc, on a comme nouvelle relation 1 demi de mv2, qui est l'énergie cinétique du point M, plus l'énergie potentielle EP de R, égale l'énergie mécanique qui reste constante au cours du mouvement. Cette relation ajoutée à la loi des airs constitue les deux lois de conservation pour les mouvements à force centrale. Donc, à retenir absolument, un point matériel soumis à une force centrale conserve son moment cinétique et son énergie mécanique. Il en découle d'une part que le mouvement est plan, et que dans ce plan, le mouvement obéit à deux relations qui sont à retenir, R2 θ point égale C, et 1 demi de mv2 plus EP de R égale EM. Bien entendu, la constante grand C et la constante EM sont des constantes qui vont dépendre des conditions initiales. Donc, si vous connaissez les conditions initiales, vous êtes capable de calculer ces deux constantes, et donc vous êtes capable d'écrire ces deux relations. Ces deux relations suffisent à décrire complètement le problème, à résoudre complètement le problème.